Bonjour les locaux, Monakea pour la suite de ce tuto express sur les courbes. Au programme aujourd'hui 4 ateliers pratiques avec énormément d'informations donc, mais qui je l'espère vous montreront les raisons pour lesquelles les courbes devraient faire partie intégrante de votre arsenal dans la retouche d'image. Le premier atelier nous emmènera sur une image noir et blanc pour régler le contraste général, mais nous allons voir comment affiner ce réglage en mettant un contraste sur une plage spécifique de notre histogramme. Le second atelier appliquera une légère tonalité de couleur à une image existante. Le troisième atelier fera une balance des blancs de deux manières, à partir d'un point gris et en aveugle complet à partir d'un histogramme RVB. Enfin, un quatrième atelier concernera la couleur de peau. Comment vérifier si la tonalité est globalement correcte et dans certains cas uniforme sur une image. Comment avec les courbes ajuster avec des indicateurs les quantités de rouge, vert et bleu pour obtenir une teinte correcte de peau. Le but étant de travailler avec des indicateurs afin d'exercer notre œil et affiner nos réglages. Tout d'abord, vérifions que nous avons les blocs utiles affichés dans notre espace de travail. Tout d'abord l'histogramme, fenêtre, histogramme si vous n'avez pas affiché, et ensuite les informations, fenêtre, information, et donc ces blocs, je vais pouvoir les docker, donc les accrocher à ma palette existante de mon espace de travail, de manière à ne pas avoir à les chercher et les réactiver régulièrement. C'est parti pour le premier atelier. Je démarre donc avec cette image, et je vais tout d'abord vérifier son histogramme. J'ai effectivement, ici, une zone avec très peu d'informations dans les hautes lumières. Je pourrais donc sans doute écrêter mon image pour lui redonner un peu de peps. Je peux le faire avec les niveaux ou avec l'outil courbe. J'applique un calque de réglage courbe et avec la touche Alt, comme avec les niveaux, je peux vérifier l'impact de ce nouveau réglage. Les zones écrêtées, les zones cramées vont apparaître en noir et je peux voir que si je comble cet espace vide, les zones cramées restent négligeables. Je peux donc appliquer cet écrêtage en premier réglage. Mon image gagne facilement un petit peu de peps. Je vais maintenant créer un second calque de réglage courbe pour mon contraste. Pourquoi un nouveau calque? Cela me permet de travailler de manière progressive. Et si je dois revenir sur un réglage, il est plus facile de revenir sur un calque unique, pour gérer les niveaux par exemple, plutôt que de travailler sur une courbe très complexe avec un réglage RVB, un réglage de contraste et un écrêtage par-ci par-là. Comme nous l'avons vu la dernière fois, pour générer du contraste, nous allons créer une courbe en S sur le canal RVB. Je vais donc faire un S pour augmenter mon contraste général. Mais comme cette image est assez sombre, augmenter le contraste va boucher ou cramer des parties de l'image. Nous allons donc créer une courbe sur une plage spécifique de mon histogramme, sans toucher à mes sombres ou à mes clairs. J'efface mes réglages, donc je prends chaque point et je l'emmène en dehors de la courbe. Je viens prendre ici ma pipette de réglage. Je vais chercher ma zone la plus sombre sur mon visage. Ici par exemple, je vais créer un point de référence. Je vais faire de même pour la partie la plus éclairée. Voilà, ici, je peux créer mon deuxième point de référence. J'ai maintenant deux choix. Soit je décide de ne pas toucher à ces deux valeurs, je trouve que la partie sombre et la partie claire sont comme il faut, je n'y touche pas, je vais juste augmenter le contraste à l'intérieur du visage. Soit je décide de faire évoluer ces deux points, ou l'un des deux seulement, pour rendre le sombre du visage plus sombre, ou le clair plus clair, ou les deux en même temps. Si je décide de travailler à l'intérieur de la plage définie, c'est simple, je fais un S à l'intérieur de cette zone. Je crée un point, ici, à l'intérieur, et je booste les hautes lumières de cette zone. Je crée un second point pour faire mon S, et je diminue les basses lumières de cette zone. Si je décide de contraster tout le visage, je crée un point pivot qui ne bougera pas en amont et en aval de mes deux points de référence, soit ici et ici. Maintenant,
je peux manipuler mes deux points de référence du visage pour créer ma courbe en S. Mon clair devient encore plus clair et mon sombre s'assombrit également. Comme vous le voyez, ces réglages n'affectent pas les parties les plus sombres et les plus claires de mon image. Pour terminer, si ces réglages vous conviennent mais qu'ils ont affecté également le fond et que cela vous gêne, nous allons utiliser les masques de fusion pour ajuster au mieux ce réglage. Comme vous pouvez le remarquer, notre calque de réglage est accompagné d'un masque de fusion. Il est actuellement entièrement blanc, c'est-à-dire que toute l'image est affectée par ce réglage. Si je clique dessus et que je peins en noir, je vais effacer ce réglage sur toutes les parties noires. Je vais donc prendre ma brosse et peindre sur toutes les zones que je ne veux pas voir affectées par ce réglage, c'est-à-dire tout autour de mon personnage. Je prends ma brosse, j'augmente le diamètre et je peins grossièrement autour de mon personnage. Donc comme vous le voyez, je récupère mon image d'origine tout en conservant les réglages sur mon personnage. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie qui nous rafraîchit un peu la mémoire sur l'utilisation des courbes. Et nous allons passer au deuxième atelier, très simple également, sur l'ajout d'une tonalité à une image couleur. Ce réglage est un traitement que j'effectue assez souvent, je l'avoue, et je vous le présente juste à des fins expérimentales avant tout. Il est possible que vous n'appréciez absolument pas l'effet obtenu, mais il s'agit avant tout de manipuler les courbes et de voir leur impact sur les images. Pour démarrer, je commence par une désaturation de mon image assez forte. J'applique un calque de réglage. Je rappelle que nous travaillons toujours en mode non destructif, donc je ne touche pas mon image de départ. Et j'applique un calque de réglage, teinte saturation. Et je vais vraiment maintenant aller à mi-course entre la couleur et le noir et blanc. Donc voilà, je m'arrête ici autour de 40. Voilà, moins 38, c'est très bien. Mon image est donc désaturée, je peux vérifier son effet en cliquant sur ce calque. Et je vais ensuite ajouter un premier calque de courbe, donc comme ceci, et je vais sur ma courbe rouge. Je vais baisser très légèrement la luminosité rouge. Donc si vous vous rappelez, si je diminue le rouge, je tire vers son complémentaire, c'est-à-dire le cyan. Donc voilà, mon image se teinte légèrement de cyan. Et ensuite, je vais basculer sur la courbe bleue, que je vais également diminuer très légèrement. Et enfin, je retourne sur mon canal RVB et je vais remonter ma luminosité très légèrement également, juste pour compenser la perte de lumière que j'ai générée en diminuant la luminosité sur le calque rouge et sur le calque bleu. Voilà. Comme vous remarquez, ce sont des réglages très subtils, mais comme vous pouvez le remarquer, finissent par donner une tonalité bleu-verte à mon image. Je crée enfin un troisième calque de réglage, toujours avec des courbes. Donc je rappelle que je sépare les traitements pour mieux maîtriser les effets. Le premier calque de courbe modifie principalement les tons moyens. Celui-ci va affecter uniquement les tons sombres et les tons clairs. Donc sur mon deuxième calque de courbe, je me dirige vers la courbe bleue et je vais utiliser la sortie. Donc je vais donc, si vous vous rappelez, pousser vers le gris, mais noir. Mais comme je suis sur le canal bleu, mes noirs vont se teinter de bleu. Un peu comme dans un virage. Je monte très légèrement et voici, là, dans les basses lumières, vous voyez que mes noirs se teintent désormais de bleu. Inversement, pour les hautes lumières, je vais baisser le curseur et là je vais pousser vers le gris mes blancs, mais comme on est sur le canal bleu, mes blancs vont tirer vers le jaune. Donc voici très légèrement. Pour résumer, j'ai du bleu dans mes noirs, j'ai un bleu vert dans les tons moyens et un peu de jaune dans les blancs. J'ai donc créé une progression de ces deux teintes, bleu, bleu vert, jaune, sur mon image. On est proche d'un effet de split toning ou du double virage dans Lightroom par exemple. Je peux cliquer sur la touche Alt pour voir un avant-après
et me rendre compte de l'impact de cette colorisation, de ce changement de tonalité que j'ai effectué grâce aux courbes. Je le rappelle, vous pouvez ou non aimer ce réglage, je vous invite cependant à expérimenter pour triturer voire torturer vos images afin de vous habituer à l'effet de ces courbes sur votre image. Passons maintenant à l'atelier numéro 3, la balance des blancs, toujours avec l'outil courbe. La balance des blancs. Sur cette image à pose longue, je récupère une dominante bleutée assez gênante. Je souhaite donc faire une balance des blancs pour équilibrer ceci. Si j'applique une courbe en réglage, et si j'appuie sur la touche Alt, j'ai un visuel sur l'écrêtage des noirs et des blancs. Cela me permet de savoir où se trouvent mes zones blanches et mes zones noires. Malheureusement, cette fonctionnalité n'existe pas pour le gris moyen. Or, si je veux indiquer à Photoshop où est le gris moyen sur mon image, il va pouvoir ajuster les courbes de chaque canal RVB pour éliminer les teintes parasites. Cette manipulation est assez abstraite, mais assez courte. Vous pouvez noter ces 4 étapes sur un post-it, cela vous servira certainement plus tard. La première étape est de créer un calque vierge que je remplis de gris à 50%. Je clique sur Édition, Remplir, et je choisis gris à 50%. Je change ensuite le mode de fusion de ce calque en différence. Nous obtenons une image psychédélique. Peu importe, nous allons continuer en créant un calque de réglage seuil. Je prends le curseur et je le pousse complètement à gauche. Nous obtenons alors un effet proche de notre astuce Alt sur les courbes. Je pousse à fond à gauche pour avoir une image entièrement blanche. Lorsque je reviens vers la droite, les zones qui apparaissent sont des zones de gris 50%. Je vois très vite apparaître des halos de bokeh, mais je ne vais pas les prendre en considération. Je n'avais effectivement aucune ampoule grise d'allumer pour effectuer ces petites lumières. Je vais plutôt me baser sur cette zone ici, le socle de ma figurine, qui est blanc, et donc forcément grise si elle se trouve à l'ombre. Je prends alors mon outil pipette. Un clic long me fait apparaître une autre forme de pipette, une pipette marqueuse. Je vais pouvoir laisser un marqueur à l'endroit précis qui m'intéresse. Je place ma pipette dans cette zone noire, je clique et j'obtiens mon marqueur 1 qui restera en place sur mon image quelles que soient les opérations que je fais sur les calques. Je peux désactiver maintenant mes calques de réglage, je n'en ai plus besoin, et effectivement je peux me rendre compte que cette zone est bien grise. Je retourne alors sur mon calque de courbe et je prends ma pipette des gris. J'ai également une pipette des blancs et une pipette des noirs ici et ici. Je clique alors simplement sur mon point de référence marqué 1. Photoshop va prendre toutes les informations de ce gris et l'ajuster sur toutes les courbes pour effectuer un gris parfait. Ma balance des blancs est effectuée automatiquement. Un petit rappel de ce qu'il y avait avant et de l'après. Nous venons d'effectuer une balance des blancs automatique. Et même si ce réglage n'est jamais parfait à 100% du premier coup, il constitue une excellente base de départ. Voici maintenant une seconde méthode. Nous allons travailler uniquement aux instruments en étudiant notre histogramme. Je vérifie que mon histogramme est bien passé en mode couleur, de manière à afficher les différents canaux R, V, B de manière visuelle. Et je vais me baser uniquement sur ces informations pour faire mon réglage. Je crée un nouveau calque de courbe et je sélectionne une petite zone grise dans mon image. Mon histogramme affiche alors 3 histogrammes différents pour le rouge, le vert et le bleu. Nous pouvons voir très rapidement que ces 3 histogrammes ne sont pas synchronisés. Or, sur une zone grise ou blanche, les 3 histogrammes devraient se confondre. Nous allons donc ajuster nos courbes de manière à faire coïncider les 3 histogrammes. L'idée ici est de ramener le rouge sur l'histogramme vert et de ramener l'histogramme bleu sur ces 2 derniers histogrammes. Je commence par le rouge. Donc je booste mon rouge jusqu'à ce que le rouge coïncide avec mon histogramme de vert.
Et je bascule ensuite sur le bleu pour le faire coïncider. Donc je diminue mon bleu pour le faire descendre. Mais vous voyez, j'étire en même temps mon histogramme. Donc je vais baisser cette valeur-là pour diminuer sa tonalité et les faire coïncider. Une fois que vous avez réussi à faire superposer ces trois histogrammes, votre balance des blancs est effectuée. Vous avez effectué une balance des blancs aux instruments en aveugle et il ne nous reste plus qu'à vérifier la quantité de RVB dans cette zone blanche ou grise pour voir si notre réglage est pertinent. Je survole avec ma souris et je me rends compte que nos trois valeurs de RVB sont dans des valeurs assez proches, assez cohérentes. Nous nous sommes donc approchés d'un blanc tout en restant aux instruments. Il existe bien sûr d'autres méthodes de balance des blancs, mais vous pouvez très bien ajouter ces deux méthodes à votre arsenal existant. Dernier atelier, la peau. Je ne vais pas chercher à vous présenter des vérités absolues, ce qui ouvrira à coup sûr des débats sans fin. Je vais juste vous présenter quelques éléments de perception objectifs pour vous permettre d'exercer votre œil et pouvoir ajuster au mieux vos images autrement qu'au feeling. Libre à vous de chercher ensuite d'autres outils et méthodes pour affiner votre travail. En vidéo, pour faciliter les raccords entre les différentes scènes, souvent filmées dans des conditions et des lieux différents, les vidéastes intègrent un outil que je regrette de ne pas voir dans Photoshop encore, le Vectorscope. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous demander d'installer un logiciel vidéo pour faire ces réglages. Il s'agit juste de vous montrer qu'il y a des outils très précis qui permettent de faire ce réglage complexe en aveugle et autrement qu'au feeling. Voici des visages détourés, pour n'avoir que la couleur de la peau, et voici en regard le Vectorscope. C'est ce petit radar. Je vais afficher une représentation visuelle pour que vous vous rendiez mieux compte de ce qu'il représente. Sur ce Vectorscope, on retrouve des repères pour le cyan, le magenta, le jaune, ou encore le rouge, le vert et le bleu. Cet outil représente un nuage de points correspondant à la colorimétrie de l'image et à sa saturation. Le principal intérêt pour nous de cet outil est qu'il intègre une petite barre ici correspondant à la couleur de peau. Ceci étant dit, un bon réglage doit faire que votre peau doit créer un nuage de points entre le centre ici et la limite de cette barre. Vous pouvez voir sur ces trois exemples de peau méditerranéenne qui affichent, aussi surprenant que cela soit, le même nuage de points dans le Vectorscope. Les différents types de peau ont donc la même colorimétrie. Il s'agit donc du gamma qui fait en sorte que la peau devient mate, noire ou blanche. Ceci veut donc dire qu'il existe bien une sorte de recette magique pour avoir une couleur de peau parfaite. Alors comment fabrique-t-on la couleur de peau? Si je suis en cyan, magenta et jaune, je vais commencer par une base orangée. Je vais donc prendre du jaune et du magenta pour créer mon orange. Mais cette couleur est très vive. Je vais donc la désaturer en la mixant avec du blanc. Sous Photoshop, je vais augmenter la transparence à 20% pour faire passer plus de blanc et la désaturer. Ceci va permettre aux couleurs également de se mélanger. Je commence à avoir une couleur orangée proche de la peau. Que se passe-t-il lorsque je rajoute du bleu? Ce bleu va neutraliser, griser un petit peu la peau. Donc pour obtenir une couleur de peau beige neutre, je baisse mon taux de cyan à 5% à peu près, voilà. De cela, on peut tirer une règle. Le magenta, plus il sera saturé, plus la couleur sera vive. Le jaune, on en met autant que le magenta, voire un petit peu plus. Le bleu, 2, 3, 4 ou 5 fois moins que le magenta. Voici donc comment appliquer ceci sur une image. Voici une peau avec une forte dominante. Je vais placer un marqueur avec la pipette sur une zone neutre. Je vais éviter le visage à cause du maquillage. En effet, nous pouvons être bernés par le blush qui rajoute beaucoup de magenta ou par le fond de teint qui peut avoir toutes les teintes possibles. Le cou ici n'a pas l'air couvert par ce fond de teint. Je dépose mon marqueur. Dans le panneau information, je peux transformer l'affichage de ce marqueur qui me donne des données RVB
en cyan, magenta, jaune, noir. Voilà, c'est fait et je peux lire ces informations. Je vois que j'ai bien trop de jaune. Je vais le diminuer pour l'amener à une valeur proche de celle du magenta. Le magenta nous sert de valeur de référence, nous n'y touchons pas pour l'instant. Si vous avez du mal à comprendre l'interaction entre le RVB et le cyan, magenta, jaune, le panneau information peut vous servir de mémento. Vous avez ici le rouge et en regard sa couleur complémentaire, le cyan, le vert et en face le magenta et enfin le bleu, son opposé le jaune. Donc si je veux enlever du jaune, je dois rajouter du bleu, jusqu'à avoir une valeur légèrement supérieure au magenta. J'applique donc un calque de réglage courbe, je quitte le RVB pour passer sur le canal bleu, je booste mon bleu et je regarde les valeurs CMJN évoluer. Il doit y avoir un petit peu plus de jaune que de magenta. Là, il faudra exercer votre œil pour affiner cette règle en fonction des photos. Parfois, vous aurez besoin de plus de jaune, parfois presque les mêmes valeurs de magenta. Passons au cyan. Le cyan se retrouve sur le canal rouge, comme vous voyez ici. Je vais booster mon rouge pour faire diminuer mes cyans. On commence par diviser par 5 la valeur de magenta existante et ensuite par 2 pour avoir une fourchette de travail. Il me reste à faire évoluer mon réglage de rouge pour obtenir cette teinte beige neutre. Voilà. Malgré tout, cette image reste très saturée. Sans doute un choix au développement initial. Je vais donc appliquer un calque teinte saturation pour baisser cette saturation. Je la baisse ici jusque -20 pour avoir une teinte de peau beaucoup plus neutre. J'effectue maintenant un avant-après avec la combinaison Alt-clic pour désactiver tous les calques de réglage. Et vous pouvez voir que nous sommes passés d'une image très jaune à une couleur de peau beaucoup plus neutre, beaucoup plus naturelle. Essayez donc d'habituer votre œil à cette teinte de beige neutre pour vous habituer à équilibrer vos images. Voilà, c'est la fin de cette très grosse partie pratique. Je m'excuse de vous avoir assommé d'autant d'informations et j'espère ne pas vous avoir trop perdu, mais il me semblait important de vous montrer l'étendue des applications de cet outil courbe. Pour rappel, nous avons vu comment régler la luminosité et le contraste sur une image ou sur une plage de l'histogramme. Vous avez appris à augmenter la tonalité sur l'un des canaux RVB pour obtenir la couleur du canal ou sa complémentaire. Vous avez vu comment appliquer cette tonalité uniquement sur des noirs ou sur des blancs de l'image pour faire un virage. Vous avez manipulé le masque de fusion pour appliquer ce réglage sur une zone précise de votre image. Vous avez abordé deux méthodes pour effectuer une balance des blancs avec un point gris et un histogramme. Et vous avez vu enfin comment repérer un problème de tonalité de peau en mesurant le taux de cyan, magenta, jaune et de l'ajuster au mieux. J'espère vous avoir, si ce n'est assommé, au moins vous avoir convaincu de l'indispensabilité de cet outil dans le traitement quotidien de vos images. Je vous souhaite une bonne aspirine et à bientôt les locaux.